Je vais vous partager un secret. Je suis très attaché à la fête de Noël. Rimant souvent avec cadeaux et bons moments, ça a été jusqu'à mes 14-15 ans la période qui me permettait à la fois de ressentir le cœur de l'esprit de famille et surtout de pouvoir finir l'année en beauté, très loin des soucis que je pouvais avoir à l'école. Étant aussi la période où j'ai découvert le jeu vidéo lors de l'âge de mes 5 ans, j'y ai aussi fait la rencontre d'un curieux écureuil qui adorait tout autant Noël que moi. À la différence que si à l'époque j'étais un simple enfant qui allait décider de devenir monteur vidéo, lui avait plutôt décidé de devenir une méga rockstar avec ses frangins. Et c'est pourquoi, à l'occasion de la magie que peut encore procurer Noël, laissez-moi vous parler d'un trio iconique très mal aimé de la pop culture, l'histoire d'Alvin et les Chipmunks. Salut à tous, si aujourd'hui vous me posez la question quel est mon animal préféré après le pingouin, je pense que je vous répondrai sans hésiter l'écureuil. Sans doute parce que j'ai dévoré les épisodes de Tic et Tac durant mon enfance, mais surtout parce que j'ai toujours vu en ces animaux l'incarnation absolue de la sournoiserie et du farceur. Passant par l'écureuil fou de Tex Avery, Sandy de Bob l'éponge, Spip de Spirou et Fantasio, ou même plus récemment Moignon de Kaelou, ils ont tous un point commun en plus d'être sacrément trop mignons, c'est d'avoir une fougue démesurée amenant à des interactions très cocasses. En fait, le seul écureuil que j'aime pas trop dans l'histoire de la pop culture, ça serait peut-être Scrat de l'âge de glace, car en plus de pas être très beau, j'ai jamais vu un écureuil se faire autant victimiser pour juste une histoire de gland. Mais passons au vif du sujet. L'écureuil qui nous intéresse aujourd'hui se nomme Alvin, mais celui-ci pose un énorme problème, car contrairement aux précédents rongeurs que j'ai pu citer, il est massivement détesté par beaucoup de gens à cause de ses 4 longs métrages qui sont parus de 2007 jusqu'à 2015. Alors avant d'en arriver à cette déferlante de haine due à ses adaptations controversées, il faut savoir que l'histoire d'Alvin remonte à vraiment super longtemps. Plus précisément en 1958, à une époque où les Chipmunks étaient sous la forme de marionnettes chantant des chansons de Noël. Leur créateur, Ross Bagdasarian, plus connu sous le pseudo de David Seville, a eu l'idée de moduler la vitesse de sa voix sur un enregistreur pour donner cette hauteur très aiguë comme si on avait avalé de l'hélium. Il expérimentera d'abord cette technique sur une chanson qui deviendra un carton lors de cette même année, à savoir Witch Doctor, le fameux titre qui fait U-I. Ching chang la bing bang. Et donc, grâce à cette idée révolutionnaire, Ross va tout simplement se mettre à interpréter la voix des Chipmunks à partir de sa propre voix, en ralentissant sa diction pour ensuite l'accélérer sur son enregistreur. La chanson de Noël Christmas Don't Be Late de 1958 va alors devenir le coup d'envoi pour les Chipmunks avec plus de 4,5 millions de singles vendus à l'issue des 2 premiers mois, devenant ainsi la musique de Noël la plus vendue de tous les temps, jusqu'à ce qu'une certaine Mariah Carey vienne détrôner ce record. S'en suivra multiples albums ainsi qu'un premier dessin animé en 1961, mais la mort du créateur va brutalement changer la donne, puisque Ross Bagdasarian va succomber à une crise cardiaque en 1972, laissant ses écureuils orphelins avec la disparition de la voix qui leur a donné vie. Son fils, Ross Bagdasarian Jr., va alors prendre le relais avec sa femme et faire renaître les Chipmunks avec de nouvelles chansons, une nouvelle série animée en 1983 qui durera pendant 7 ans, et même un long métrage d'animation en 1987. Une ferveur qui aura duré près de 30 ans et qui s'estompera petit à petit vers la fin des années 90, faisant apparaître les Chipmunks pour la dernière fois dans 2 longs métrages d'animation, avec Alvin et les Chipmunks contre Frankenstein et Alvin et les Chipmunks contre le loup-garou. Alors ne me demandez pas pourquoi Alvin est amené à se confronter à des créatures issues d'Halloween, pour le coup j'en ai pas la moindre idée. C'est après ce petit passage à vide au début des années 2000 qu'on en vient au fameux film live action de 2007. Ross Bagdasarian Jr. souhaitant prolonger l'œuvre de son père, il va décider de produire un film intergénérationnel qui pourra à la fois raviver la nostalgie de ceux qui ont connu les Chipmunks de la première heure et en même temps s'adresser à un nouveau jeune public à partir d'une nouvelle génération d'écureuils. L'idée étant de leur donner une apparence plus réaliste afin de pouvoir les incruster avec de vrais acteurs et nouer une proximité avec le jeune public comme si on avait l'impression que les Chipmunks existaient pour de vrai. Tout ceci avec Timmy aux commandes de ce nouveau long métrage, qui sera à l'époque connu pour avoir réalisé l'horrible Garfield 2. J'en étais sûr. Je savais que t'étais pas moi. Au passage, les films pour enfants avec des animaux en CGI n'ont jamais été une grande réussite dans l'histoire du cinéma. Scooby-Doo, Garfield, Woody Woodpecker ou encore les Schtroumpfs, on peut lister un certain nombre de naufrages avec des comédies destinées à un jeune public qui sont parfois de très mauvais goût. À ma connaissance, Paddington ou encore Pierre Lapin sont des rares exemples qui parviennent à réussir dans cet exercice. Mais alors, qu'en est-il réellement pour Alvin? Quand on voit les critiques désastreuses sur internet et surtout le réalisateur qui est à la tête de ce projet, on est en droit de se montrer très sceptique sur la réussite de cette nouvelle adaptation. On va donc à présent décortiquer tout ça et voir concrètement si oui ou non le film mérite sa triste réputation qui lui colle à sa fourrure.
L'histoire nous plonge au cœur de Los Angeles, où Dave Seville, auteur-compositeur à l'image de l'américain moyen, va présenter sa toute nouvelle création auprès d'une maison de disques, mais va se faire brutalement recaler par Yann, le directeur général de la boîte. Je demande qu'à l'aimer ta chanson, mais aucun intérêt. Dans un entretien donc qui va s'avérer plus que tendu, Dave va littéralement jeter ses rêves par la fenêtre et faire une croix sur le monde de la musique. Ouais, heureusement qu'on fait pas tous pareil lorsqu'on abandonne un projet. Pendant ce temps, les Chipmunks qui vivaient péniblement dans le monde animal vont voir leur sapin se faire tronçonner par de terribles humains pour finalement se retrouver eux aussi à Los Angeles et faire une rencontre fracassante avec Dave. Après que ce dernier ait repris conscience, les Chipmunks vont à leur tour se présenter un à un. Alvin l'écureuil cool mais turbulent, Simon la tête pensante du groupe, et Théodore le plus naïf et mignon, mais qui passe son temps à manger tout ce qu'il voit. Mais comme tout être humain minimum sensé, Dave va avoir peur de faire face à des écureuils qui parlent, et va donc les chasser de chez lui dans un premier temps, pour retrouver un peu de sérénité. Mais néanmoins, il va changer rapidement d'avis, puisque notre cher humain va s'apercevoir que les Chipmunks savent chanter et danser. C'est la mélodie de Funky Town! Dave va donc proposer une collaboration avec les écureuils, collaboration qui va aboutir à une cohabitation très délicate, dans le sens où les Chipmunks ne vont cesser de mettre le bazar dans sa maison, de lui ruiner ses réunions professionnelles et même lui gâcher son rendez-vous romantique. Pour se faire pardonner, Alvin, Simon et Théodore vont directement se rendre au manoir de Yann, le directeur de maison de disques, et vont convaincre celui-ci de redonner une chance à Dave pour qu'il puisse relancer sa carrière musicale. Une opportunité qui va aboutir à un succès retentissant pour tout le monde, et de là va démarrer la vie de rêve pour les Chipmunks, une vie dans laquelle ils deviennent des méga rockstars. Merci Alvin. Une ascension fulgurante qui propulse les Chipmunks au sommet de leur carrière, mais comme tout finit par devenir un peu trop beau pour être vrai, la collaboration entre Yann et Dave s'envenime à petit feu. L'un préférant capitaliser à fond sur la vibe des Chipmunks, et l'autre cherchant à les préserver de la luxure, estimant que leur vie devienne trop intense, avec une carrière qui prend une trajectoire beaucoup trop démesurée pour leur jeune âge. Yann, ce sont des gosses! Non, ce sont des rats! Yann va alors décider de saboter la réputation de Dave et de manipuler les Chipmunks pour les amener à vivre dans son grand manoir rempli de jouets et de cadeaux, ce qui est en réalité une méga entourloupe pour les forcer à produire encore et encore. Une tournée à travers les États-Unis, des clips, de nouveaux singles, de nouvelles chorégraphies, et puis ce qui devait arriver arriva. Les Chipmunks finissent au bord de l'épuisement avec un bon gros burn-out qui va soudainement freiner toute cette industrie. Constatant depuis l'extérieur que tout commence à dégringoler pour nos écureuils, Dave va décider de se rendre à un de leurs concerts pour mettre fin à ce cercle vicieux, souhaitant ramener les Chipmunks à la maison. Un désir qui va être partagé par Alvin, Simon et Théodore, puisque ces derniers se rendent compte que la vie avec Yann est beaucoup moins cool que la vie avec Dave. C'est donc dans une ultime confrontation entre notre directeur et notre compositeur que les Chipmunks vont parvenir à s'échapper de Yann pour finalement retourner à la maison et retrouver la bonne vie qu'ils avaient auprès de Dave. Et ce qu'on peut dire du film dans un premier temps, c'est qu'effectivement il est bourré de défauts et de maladresse de tous les côtés. Le scénario est rempli d'incohérences, le jeu d'acteur est pas ouf avec des personnages stéréotypés au possible, et l'incrustation en 3D des Chipmunks commence à être un peu vieillissante par moments. Il n'y a qu'à regarder Alvin qui prend sa douche dans le lave-vaisselle pour montrer que les effets spéciaux ne sont pas encore au maximum de leur réalisme en 2007. En plus, le pire dans tout ça, c'est qu'on peut faire des arrêts sur image qui sont monstrueusement inquiétants. Je me demande quel est l'ignoble individu qui a décidé de laisser ça dans la version finale. Et pour en revenir à l'histoire, il y a tellement de contradictions et de simplicité scénaristique en 1h30 que c'est vraiment dommageable de ne pas utiliser le 7ème art à sa juste valeur pour y placer un peu plus de subtilité. Genre par exemple, Dave est terrifié d'apprendre que les Chipmunks savent parler, mais ça ne semble pas choquer Yann, ni même le monde entier à tout hasard de les voir chanter et danser. Juste avant cela, Alvin, Simon et Théodore sont rongés par le trac au moment de faire une démonstration devant Yann pour la première fois, mais quand il s'agit de faire des tournées et des concerts, là ils n'ont plus peur de rien et sont capables de faire le show à 200% de leur capacité. Ou encore, le plus grotesque, les écureuils parviennent à commander un taxi en pleine nuit pour justement se rendre au manoir de Yann, alors qu'ils ne détiennent même pas son adresse personnelle. Enfin, à ce stade, je pense qu'on a tous compris, ne cherchez pas à faire sophistiqué avec Alvin et laissez-vous plonger dans la magie du scénario. Dans ce qui peut éventuellement aussi décevoir, c'est la conclusion qui a l'effet d'un pétard mouillé. On s'attend à une méga course-poursuite finale façon Fast and Furious, alors qu'en réalité les Chipmunks sont sains et saufs depuis le début. Et enfin, le meilleur pour la fin, l'humour est somptueusement raffiné.
la grande classe. Mais enfin, si vous me demandez honnêtement ce qui me dérange dans ce long métrage, je crois que ça serait à peu près tout. Parce que si on enlève tous ces défauts qui viennent clairement nous faire grincer des dents, je vais à présent vous énoncer un avis qui ne fera certainement pas l'unanimité. J'aime beaucoup Alvin et les Chipmunks, dans le sens où c'est pour moi un film coup de cœur de la jeunesse et qu'en dépit de tout ce qu'on peut lui reprocher et de sa triste réputation sur internet, j'ai également plein de qualités à lui reconnaître. C'est pourquoi, afin de défendre notre trio adoré et de redorer leur blason qui a été si salement souillé, laissez-moi vous parler de ce que j'appellerai ici le triangle de l'écureuil. Je vous disais au tout début que le film avait pour enjeu de prolonger l'œuvre de Ross Bagdasarian, mais en réalité on peut y retrouver tout l'héritage de l'histoire d'Alvin condensé en 1h30. Par exemple, au niveau des reprises musicales, si on peut déceler des réinterprétations de Bad Day ou de Funky Town, on constate surtout qu'il y a le retour des chansons emblématiques des années 50-60, notamment Christmas Don't Be Late, symbolisant la naissance d'Alvin qui a eu droit à un très chouette remix rock'n'roll, ou même Witch Doctor qui a aussi bénéficié de son réarrangement en version pop. Alors je vous vois venir, certains vont encore et toujours se plaindre de la voix très aiguë des Chipmunks en me rétorquant que c'est absolument inaudible. Mais je trouve au contraire que c'est un parti pris intéressant et que c'est surtout un exercice qui est loin d'être évident. Comme à la manière des premières chansons, le doublage des Chipmunks a été enregistré avec un débit beaucoup plus lent que la normale, pour ensuite être accéléré au montage et donc recréer cette hauteur très aiguë, caractéristique de nos chers écureuils. D'ailleurs, si on fait un test, ça c'est la voix de Yoshi en version Chipmunk. Donc si t'aimes bien cette démonstration là maintenant, n'hésite pas à t'abonner, ça fera de toi quelqu'un de vraiment stylé. Ce qui signifie que par la même occasion que les comédiens ont donc dû chanter une version en ralenti, tout en conservant la bonne intonation et cela sans jamais commettre de fausses notes. C'est déjà pas facile de chanter en temps normal, mais alors imaginez de le faire plus lentement en supposant que notre voix va être accélérée pour coller au rythme de la musique, c'est tout simplement une prouesse qu'on ne peut que saluer quand on prend conscience de la complexité que de créer une composition musicale en version Chipmunk. Après, si on souhaite chipoter sur cet aspect, je vous avoue que je préfère les chansons en version originale qu'en version française. D'autant que vous allez peut-être rigoler, mais c'est plus ou moins grâce à Alvin que j'ai pu me construire un semblant de culture pop musicale quand j'étais petit. Katy Perry, Lady Gaga ou encore Bruno Mars, je découvrais tout ça pour la première fois quand j'avais 11-12 ans. Après quoi, si vous persistez à me dire que c'est toujours inaudible et que c'est plus sympa d'écouter Crazy Frog ou René Lataupe, permettez-moi de vous rappeler que le Nightcore, ça existe. Il a dit les termes, enfin. Bon, revenons-en à nos écureuils. Si je vous parle d'hommage et d'héritage à l'histoire d'Alvin, c'est aussi pour le ton enfantin et du bon humour qu'on peut retrouver dans le film. Pas celui que je vous ai montré il y a 2 minutes, hein. Forcément, comme le long métrage est avant tout destiné à un jeune public, on va retrouver plein de gags où ça envoie des grosses patates qui font très mal, comme ce qu'on voyait dans beaucoup de vieux dessins animés d'il y a plus de 60 ans. D'ailleurs, la rencontre entre Dave et les Chipmunks me rappelle fortement la même dynamique entre Donald Duck et Tic et Tac, dans laquelle les écureuils vont profiter de leur furtivité et de leur vivacité pour troller la personne concernée et la faire tourner en bourrique. Une référence très sympa quand on sait qu'Alvin peut être considéré comme le petit frère très éloigné de Tic et Tac. Pas leur frère à proprement parler, mais plutôt dans l'esprit bon enfant que les écureuils peuvent dégager auprès du spectateur. En sachant que même si les incrustations 3D commencent à être un peu vieillissantes, les émotions des Chipmunks se sont encore aujourd'hui super bien retranscrites. On est pris d'empathie pour ces boules de fourrure, et certaines de leurs animations parviennent encore bien à nous faire ricaner, si tant est qu'on ait réussi à se plonger pleinement dans le film. Et si on ajoute à cela que cette adaptation vient déconstruire le code du cycle animal pour le mettre en opposition avec le monde des humains et créer des détournements, alors on pourra apprécier de nombreuses répliques bien pensées qui montrent que l'humour du film arrive à être plus élaboré par moments. On aura de quoi manger tout l'hiver, et si vous commencez à stocker, ça va vite être dégoûtant, ça va attirer les rongeurs. Pas des rongeurs qui savent parler, des petits rongeurs quelconques. Bref, avec un ton et une esthétique faisant le pont entre les années 50 et notre époque, le film arrive bel et bien à séduire les fans de la première heure, tout en s'adressant à une nouvelle génération d'enfants qui découvriraient Alvin pour la première fois. Les références placées tout au long du long métrage montrent un amour inconditionnel à l'œuvre de Ross Bagdasarian, et à ce niveau-là, je suis vraiment touché par la démarche de poursuivre la transmission de cet univers, même après la mort du créateur. D'autant que le fils, Ross Bagdasarian Jr., ne va pas simplement se contenter de caser du fanservice là où il peut, mais va pousser l'idée du film encore un peu plus loin pour aborder des thématiques qui sont toujours d'actualité. Car avec ses apparences bon enfant, Alvin et Chipmunks est une œuvre qui nous plonge dans une industrie pouvant rapidement basculer dans le côté obscur, et l'industrie dont il est question, c'est celle du show business musical.
Évidemment, comme le film nous relate l'ascension de la carrière musicale des Chipmunks, il était tout naturel d'illustrer l'envers du décor de cette industrie, et d'en présenter une version certes plutôt stéréotypée, mais qui s'avère être le reflet de ce qui se produit réellement chez de nouveaux jeunes talents. Et pour analyser ce prisme du show business musical, on va se concentrer quelques instants sur le personnage de Yann, l'archétype du patron qui tire sur toutes les ficelles. Introduit au départ comme le directeur sympathique pouvant offrir des opportunités à la première personne qui viendra lui apporter la chanson du siècle, on se rend rapidement compte du pouvoir démesuré qu'il détient entre ses mains, avec tout simplement la possibilité de propulser la carrière de n'importe quel artiste de son choix. Il connaît l'industrie, il sait ce qui marche, et il sait ce que le grand public demande, ce qui lui permet comme bon lui semble de décider de la musique que les gens vont consommer du jour au lendemain. Là où Dave est tourmenté dans le processus créatif et s'acharne jour et nuit pour composer sa prochaine chanson, Yann lui a le privilège de pouvoir choisir ses prochains collaborateurs et de dire à tout moment « toi tu me plais, toi tu dégages, toi tu restes, toi tu pars ». Et à partir de là, on ne peut que s'interroger sur la véritable notion de la réussite, et surtout de se demander si elle est légitime ou non. Parce qu'en fin de compte, c'est quoi la réussite au final? C'est de présenter la chanson du siècle et que celle-ci nous rapporte beaucoup d'argent, mais est-ce qu'on peut aussi vraiment parler de réussite quand il est question de séduire le patron idéal qui va nous pistonner? Ou bien, si on réfléchit différemment, est-ce que la véritable notion du succès ne résiderait pas dans autre chose? Car on le remarque dans le film, à partir du moment où les Chipmunks vont être au sommet de leur carrière avec Yann et avoir tout ce dont ils désirent, ça va être surtout le point de bascule dans ce qui va créer une crise au sein de cette industrie. À base de burn-out qui va quasiment conduire à une dépression et à une maltraitance constante de la santé mentale et physique des artistes, dans l'optique de respecter des cahiers des charges et de s'assurer que les fans puissent toujours consommer plus de chansons sans que cela ne s'arrête jamais. Et des exemples de ce style, on en a connu plein dans l'histoire de la musique, notamment le cas de Britney Spears qui a connu le succès très jeune, mais qui a par la suite été abusée pour générer du profit, avec une véritable descente aux enfers aussi bien pour sa santé mentale que pour l'image qu'elle finissait par renvoyer aux fans, due à cause de son prétendu succès. Et ce qu'on voit dans Alvin et les Chipmunks, bien, c'est à peu près le reflet de la réalité. Des riches producteurs qui vont accompagner des nouveaux talents au point de manipuler leur vie et de leur faire croire qu'ils se dirigent vers la vie de rêve baignée dans la luxure, alors que ces jeunes artistes sont en réalité les premiers à être exposés aux critiques, au harcèlement et au comportement toxique des fans qui les idolâtrent pour ce qu'ils font artistiquement. Et à ma connaissance, si l'idée de pouvoir vivre aisément est quelque chose qu'on associe à de la réussite et qu'on aimerait pouvoir atteindre dans notre existence, le revers de la médaille est qu'en arrivant au sommet de la pyramide, tous les regards sont attirés vers nous et qu'aucun être humain n'est capable d'endosser autant de pression, autant de critiques, dans un mode de vie qui nous dépasse totalement à un rythme démesuré. Dans un registre assez similaire qu'on peut retrouver dans le domaine du sport, il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec Kylian Mbappé, où ses moindres faits et gestes sont relatés et analysés par la presse de manière plus ou moins intrusive, avec des commentaires à chaque fois qu'il perdra un match, considérant cela comme une déception venant d'un champion du monde qui aura tant marqué les esprits. Et donc pour en revenir à Alvin et les Chipmunks, même si on rêve tous de gagner des 1000 et des 100 et de pouvoir vivre comme un bourge qui n'a plus à se préoccuper par le manque ou par le besoin, le message renvoyé par le film est très simple. Notre carrière professionnelle ne mérite pas à ce que l'on gâche notre santé pour parvenir à la réussite de celle-ci. Dans le fond, ce que nous montre le long métrage, c'est que même si Yann parvient à acheter le talent des Chipmunks et à leur offrir tous les cadeaux du monde, personne ne souhaite réellement que sa vie ressemble à Noël tous les jours. Une problématique que se pose beaucoup d'élites, puisqu'à vivre comme un roi et à être plongé constamment dans le cœur du business pour alimenter sa réussite, est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté de sa vie? Est-ce qu'à vouloir viser le sommet de la hiérarchie sociale, on ne serait pas condamné à sacrifier sa liberté individuelle pour au final s'asseoir dans un wagon qui inéluctablement ne ferait que traverser un long tunnel, sans avoir la possibilité d'observer le paysage d'une nouvelle destination? Ce qui va nous amener au dernier chapitre de cette analyse, c'est qu'en plus de nous montrer l'envers du décor du show business musical, il subsiste encore une notion plus importante qui n'est pas achetable avec de l'argent et qui renferme peut-être le secret de la véritable réussite qu'on cherche tous. Dans un film qui est principalement centré autour de la fête de Noël, quoi de plus évident que d'aborder pour la énième fois la question de la famille et de sacraliser cet événement comme le moment idéal pour renouer des liens et de se sentir soudés sur la fin de l'année. Oui, je vous comprends, c'est une fête sympa à Noël. Même si en l'occurrence, la question de l'esprit de famille dans Alvin et les Chipmunks est une notion qui est abordée de manière un peu curieuse. Car si on nous présente les écureuils comme un trio d'enfants complètement immatures et irresponsables, le cas de Dave est loin d'être irréprochable non plus, puisque dès les premières minutes on nous l'introduit comme l'américain moyen plutôt maladroit, qui se révèle être un sacré profiteur opportuniste. Car suite à la première démonstration de chant de la part des Chipmunks, ce n'est pas par plaisir ou par pitié que Dave recueille les écureuils, il a au départ l'intention de profiter de leur talent pour relancer sa carrière que Yann venait de briser quelques heures plus tôt.
Et je vous avoue que lorsqu'un adulte décide délibérément d'exploiter des jeunes enfants pour pouvoir capitaliser sur leur dos, l'image que ça renvoie devient tout de suite beaucoup plus obscure. Et d'ailleurs, le caractère détestable de Dave va être dans un premier temps le prétexte pour créer de l'humour et faire en sorte qu'il récupère le mauvais karma en pleine face. Demain, j'appelle les dératiseurs, fin de l'histoire. Aïe! Je vous avais parlé d'une dynamique façon Donald Duck et Tic et Tac sur la première partie du film, et bien ce rapport de force va petit à petit s'éclipser pour laisser place à des moments plus intimistes et faire ressortir le côté protecteur de Dave. En fin de compte, c'est lorsqu'il va se sentir tiraillé au plus bas dans sa vie professionnelle et amoureuse que l'évolution du personnage va se faire le plus ressentir. Pensant d'abord à briser complètement le lien avec les Chipmunks à travers d'une lettre d'adieu, Dave va prendre du recul et revenir sur son choix, se rendant compte que ça serait totalement irresponsable que d'abandonner des enfants qu'il vient tout juste de recueillir. C'est donc dans le moment le plus chaotique et instable que Dave a dû tenir bon et a décidé de faire preuve de résilience pour ne pas fracturer davantage sa vie. Une circonstance qui aurait pu par la même occasion blesser profondément les Chipmunks, eux qui n'ont nulle part où aller et ressentant un profond malaise de vivre seul dans la nature. Mais du coup, si on devait donner une définition à l'esprit de famille, est-ce que ça ne serait pas le fait de ressentir un sentiment inexplicable d'une appartenance à un environnement en dépit de situations incongrues et accablantes? Une définition qui va prendre tout son sens, notamment lorsque Yann va décider de manipuler les Chipmunks. Car si les écureuils pensent pouvoir mener la belle vie avec le matérialisme, ils ressentent au fond d'eux-mêmes une certaine solitude, pensant qu'ils ne sont pas à leur place et que Yann ne peut pas remplacer Dave comme papa. Le message qui me touche peut-être le plus dans le film, c'est que les gens ne sont pas heureux s'ils n'ont pas une famille sur laquelle ils peuvent compter. Alors chacun aura sa propre définition de ce qu'il estime être de sa famille ou non, mais ce qui est sûr c'est que ce n'est pas un lien qu'on forge avec de l'argent ou des jouets. Pour être plus concret, la notion de parentalité chez Dave va se manifester à partir du moment où les Chipmunks vont quitter la maison. On y voit alors un environnement totalement dénué d'animation de folie, avec un Dave complètement perdu, livré à lui-même, qui ne peut s'empêcher d'écouter la radio ou de regarder la télé pour surveiller Alvin, Simon et Théodore. Car au-delà de toutes les bêtises des Chipmunks, au-delà de tout ce qui touche à la musique, et au-delà de comment Dave peut se montrer rabat-joie avec eux, il existe un lien indéfectible qui les unit, comme si un papa spirituel devait veiller sur ses enfants quoi qu'il en coûte. Alors oui, même si on peut reprocher au long-métrage d'être maladroit dans son traitement, avec la présentation d'une famille qui se brise trop facilement ou pire, une famille qui se construit autour de mauvaises raisons et de mauvaises intentions au départ, le film veut nous rappeler que rien ne mérite qu'on sacrifie sa famille au détriment d'autre chose. La famille est plus importante que la gloire, plus importante que l'argent, et plus importante que les cadeaux de Noël. Quand on y pense, c'est peut-être même le message que Ross Bagdasarian Jr. souhaite nous transmettre depuis plus de 50 ans. Le message de toujours adresser une pensée à sa famille et de se souvenir que celle-ci n'est pas éternelle. En poursuivant les histoires d'Alvin et les Chipmunks, c'est tout simplement l'âme de David Seville qui perdure à travers le temps. Celui qui représente à la fois le seul papa qu'il a toujours eu, et surtout le père des Chipmunks qui continuera à vivre à travers de nos mémoires et de nos cœurs. Pop, congratulations. Your legacy lives on 50 years after your passing. Pour conclure, j'aurais tendance à dire que oui, le film est imparfait, oui, il a ses nombreux défauts qui peuvent faire grincer des dents, et oui, il a certains gags qui sont douteux. Arrête tes conneries, ça devient lourd. Mais de là à le qualifier comme une œuvre désastreuse et à le rabaisser au même niveau que Garfield ou les Schtroumpfs, c'est clairement surexagéré. Alvin et les Chipmunks, c'est une œuvre bon enfant qui certes parvient modestement à aborder la question du véritable esprit de famille, mais qui réussit à explorer suffisamment la sphère de l'industrie musicale. C'est à la fois un hommage merveilleux au papa originel des Chipmunks, accompagné de musique culte qui retrace honorablement l'histoire des écureuils depuis 1958. C'est encore aujourd'hui mon film de Noël préféré, et ça me tenait vraiment à cœur de le défendre et de vous présenter ce qui s'apparente être mon plaisir coupable cinématographique. Cela dit, même si j'aime beaucoup ce premier opus, je ne peux pas forcément en dire autant des suites 2, 3 et 4 qui perdent énormément en charme et en profondeur. Surtout pour l'épisode numéro 3, là je vous rejoins totalement pour dire que c'est aussi nul que Garfield et les Schtroumpfs. Et si vraiment j'en ai un jour le courage, mais alors vraiment, je pourrais aussi vous parler de l'horrible dessin animé en 3D de 2015 qui vient définitivement enterrer les Chipmunks auprès du très jeune public. Théodore? Non, n'entrez pas. Je suis aux toilettes. Ah, je vous dis à tout à l'heure. Je n'aurai sans... Ok, bon, si d'ici là on atteint la barre symbolique des 10 000 abonnés sur la chaîne, peut-être que je me déciderai à vous parler de ces 4 œuvres pour Noël 2025. En attendant, merci beaucoup d'avoir regardé cette grande analyse sur Alvin et les Chipmunks. À l'heure où je tourne cette vidéo, on a atteint la barre symbolique des 4000 abonnés, donc si jamais vous souhaitez me faire un cadeau, on peut tenter de viser les 5000 avant la fin de l'année. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez d'Alvin, ou bien simplement à écrire Vive les écureuils, ça permettra de partager un petit peu d'amour pour ces pauvres bêtes en voie de disparition. Vous pouvez aussi me faire un cadeau de Noël par le biais d'un petit pouce bleu, ou même à travers de Tipeee si vous souhaitez m'aider à survivre durant l'hiver qui approche. Et
Un grand merci à l'atelier Seminway d'avoir conçu les différentes créations de Noël ainsi qu'aux illustrations de Yoshi en version Chipmunk. Si vous souhaitez vous aussi obtenir une création spéciale Alvin ou bien une chouette illustration sur mesure, le lien de l'atelier est en description. Sur ce, c'était Yoshi, on se retrouve en 2025 pour poursuivre les aventures. Je vous dis bye bye, à la prochaine et surtout, amusez-vous bien.